Michel Lacroix, c'est un honneur. Puis toi, Mathias, quel plaisir. évidemment, tu es tellement te connaissant, simple et humble. Tu sais, tu pourrais être le gars qui vient réparer mon lave-vaisselle. Je pense que tu n'es même pas conscient de... T'es même pas conscient je te jure que non. Je te jure que non. Es-tu conscient quand même de la légende, du personnage que tu représentes pour Pas le Québec? vraiment. Non, Je hein? t'avoue que non. Puis je me suis jamais attaché à ça. C'est même, je trouve ça un petit peu gênant toutes les fois que on m'apostrophe en disant hey, ça fait longtemps que tu es là, légende, icon. Ouais. Non, moi, pour moi, c'est pas un travail. C'est quelque chose qui m'est tombé dans les mains. C'est le plus beau cadeau du monde. Je parle aux gens de hockey, je parle aux gens de sport, je parle aux gens de golf particulièrement au cours des dernières années, mais parler aux gens, quel bonheur! Ouais. Mais tu parles des gens tous les gens qui t'apostrophent là, partout, là, ça doit être quand même... Ben, tu sais, maintenant que je suis pas au banc des pénalités au Centre Bell, que je suis dans la foule, tout juste à côté du DJ, là, ben, les gens ont accès plus facilement à moi, mais tu sais, je les croise dans un resto, je les croise en allant faire mon épicerie, puis bonjour, comment ça va? Mais ouais. je les salue parce que tu sais, c'est dans ma nature que de saluer les gens. Pourquoi t'ont déménagé? C'est à cause de la pandémie, tout simplement. Depuis la pandémie, partout dans la Ligue nationale de hockey, on a éliminé ce poste-là d'observation qui était privilégié et qui nous permettait d'être beaucoup plus près de l'action, près des joueurs. C'était beaucoup plus facile de travailler de cette position-là. On pouvait donner un coup de main au coach ou au gars d'équipement à l'occasion, tu sais, pour combien de pénalités il reste. On pouvait communiquer des informations ou un joueur, tu sais, qui allait plus ou moins bien après une bagarre. On téléphonait et on disait pas sûr que tu devrais l'envoyer sur la patinoire après ou un bris d'équipement. Ou même le joueur disait peux-tu demander au gars d'équipement de vérifier telle chose pour moi. Alors, c'était ces communications-là. Tu étais impliqué comme dans l'équipe, là. Ah oui, tout à fait. Puis, et souvent, j'ai peut-être insisté un peu trop souvent auprès des officiels. Quand il y avait des reprises, des révisions vidéo, OK, let's go. Une fois que la rondelle est déposée, c'est fini. T'as-tu déjà eu une influence sur Non, je pense pas. Non? Mais j'ai quand même, à l'occasion, fait sourire certains habits qui ont dit c'est correct, là, on va s'en occuper. OK. Fait que c'est un petit peu moins le fun. Ben, c'est un petit peu moins le fun, effectivement, parce que le contact est plus direct avec les officiels, surtout. Tu sais, quand, pour une question, une note explicative, je me levais tout simplement, je demandais à l'arbitre, OK, ça, est-ce qu'on le dit bien comme il faut, est-ce que c'est correct l'interprétation qu'on en fait, etc., pour que je l'annonce correctement, pour informer le public ou informer davantage ceux qui étaient sur la galerie de presse, et ça semblait peut-être un petit peu douteux comme explication. Là, je pouvais donner des informations supplémentaires. Mais techniquement, c'est effectivement plus difficile. Là où je suis maintenant, c'est difficile de communiquer avec le banc des pénalités. On a des écouteurs supplémentaires sur la tête. Et avec le marqueur officiel où une fois qu'un but est compté et que la musique est à tue-tête à 116 décibels à côté, quand il faut se concentrer et dire qu'est-ce que tu m'as dit? 14, 22, 8, OK. Mais t'es pas sûr. Tandis qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Le contact était direct. En arrivant, écoute, banal, tu m'as dit, je vais aller me moucher parce que je termine une laryngite. Ben, c'est-à-dire une sinusite, Une sinusite, pour le commun des mortels, OK, c'est plate une sinusite pour toi, il faut que tu soignes ça comme il faut. Oui, tout à fait. Mais j'ai touché du bois, bien chanceux de ce côté-là. J'ai été épargné. Peut-être 1 ou 2 matchs dans toute ma carrière où j'ai été, à cause d'une pneumonie au championnat du monde de hockey junior, j'ai raté 2 matchs des Canadiens à la reprise en 2017, je pense. Mais à part ça, non. Tout va bien, tout va pour le mieux. Est-ce que ta voix est... Question niaiseuse, là, mais il n'y a pas de question niaiseuse. Est-ce que ta voix est assurée? Non. Non, parce que les chanteurs font assurer leur voix. Oui, je sais qu'il y a des comédiens, des artistes qui... non, moi, c'est... non. Puis, on me demande souvent, est-ce que tu as fait des études? Des exercices? Des exercices? Non. Rien. Est-ce que tu as modifié ta voix? Surtout pas. J'estime que c'est peut-être pour les jeunes annonceurs la pire chose à faire au monde que
dépersonnaliser quelqu'un en parlant beaucoup mieux et en faisant attention à ça. Non. On annonce, on parle, on commente de la même façon qu'on s'adresse à quelqu'un. C'est l'élément clé de la communication, une communication directe. Ouais. À quel âge tu as compris ou réalisé que tu avais... Écoute, une voix, ça ne s'achète pas. Non, tu as raison. Tu as réalisé ça quand? Hey, j'ai une voix. Je te dirais, début des années 70 peut-être. T'avais quel âge? Tout jeune, dans la vingtaine, début vingtaine. Là. Parce que ça fait des jaloux, là. Ouais, Méchant, mais j'aimerais ça avoir une voix mais comme tu sais, ça. j'ai réalisé, et à un moment donné, les gens l'ont réalisé pour moi en disant ta voix, ça porte bien, tu t'exprimes bien, ça sonne bien, c'est agréable. Et puis, lentement, j'ai fait, parce que j'avais, comme journaliste, j'écrivais d'abord. Oui. Et puis là, j'ai commencé à parler aussi. Et là j'ai animé des présentations d'événements sportifs à gauche et à droite, des galas, des compétitions de sport amateur, particulièrement en athlétisme. Ça a été le cheminement qui m'a permis éventuellement de me retrouver à la radio. Oui. Et conséquemment, avec le hockey aussi, Pierre Lacroix était venu me chercher, le bon vieux Pierre, qui était associé avec le National de Laval à l'époque. Il avait dit, viens annoncer pour les matchs du National. C'était Johnny Rougeau qui était le propriétaire de l'équipe. T'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21, ouais. 20, à peu près, dans la vingtaine, début vingtaine. Puis, j'avais commencé effectivement comme annonceur avec le National de Laval. Il y a un certain Michael Bossy, qui m'a tenu occupé pendant un bon moment. Ah. Alors, mais c'était aussi l'époque de la Ligue de hockey junior majeur du Québec où il y avait des bagarres assez régulièrement. Ouais. Alors, j'ai fait connaissance avec un paquet de gars que j'ai éventuellement retrouvé plus tard dans la Ligue nationale de hockey depuis le banc des pénalités au Centre sportif Laval à l'époque. Mais, et de là, Pierre Lacroix, toujours Pierre, avait dit, va voir Claude Mayotte à CKC. Il me semble que ta voix porte bien, puis à la radio. Et j'ai préparé une cassette de démo. Puis je suis allé voir Claude. Je me souviens très bien. On était sur la rue Metcalfe à l'époque. Puis bonjour, comment ça va? Je me suis présenté. Puis je me souviens, Claude avait ouvert le tiroir, puis il avait déposé la cassette dans le tiroir, puis il a refermé le tiroir. Et dans ma tête, je me disais, bon, la carrière, c'est terminé dans le fond d'un tiroir. Ouais. Et la conversation s'est terminée par « Qu'est-ce que tu fais demain? » Ben, je ne sais pas. Ben, il dit « Tu rentres travailler demain. » Il dit, on va s'essayer, on va voir ce que ça va donner. Et puis, 1974, boum. Et là, progressivement, tout a déboulé. Oui. Et là, tu as Claude Mouton, j'imagine, en 1974, Claude, pour le Canadien. Oui, tout à fait. Est-ce que tu rêves à ça, toi, ou tu rêves à autre chose? Ben, déjà que j'avais eu l'opportunité, parce que à l'époque où je suis arrivé à CKC, je continuais à faire des annonces pour le sport amateur. Oui. Et il y avait un gars qui s'appelait Larry Eldridge, qui était le directeur de la compétition d'athlétisme des Jeux olympiques de Montréal. Et il m'avait fait beaucoup confiance. Il m'avait fait annoncer des championnats canadiens, des championnats de l'Est du Canada, les championnats du Québec, des compétitions à gauche, à droite, en français et en anglais. Et en 1975, il est arrivé et il m'a dit « C'est toi qui vas être annonceur des Jeux olympiques de Montréal au Stade olympique pour les compétitions d'athlétisme. Oh. » Là, j'avais 21, 22 ans. C'est jeune. Bang! Et là, tout a déboulé. Là, vraiment, tout a déboulé. Là, les portes se sont ouvertes, toutes grandes. J'étais assez cassé comme journaliste à l'époque, avec la grosse équipe de CKC. En parallèle, je continuais à travailler le sport amateur avec les compétitions. Et là, de plus en plus, non seulement est-ce que je faisais l'athlétisme, mais je faisais le patinage artistique, je faisais des compétitions de volleyball, je me préparais avec une mentalité de gars qui s'en va annoncer des compétitions internationales avec les noms invraisemblables qui pouvaient arriver pratique, à l'époque. Boum! Et puis, effectivement, les Jeux olympiques de Montréal sont arrivés. Ça va faire 50 ans, d'ailleurs, en 2026. Je me souviens très bien,
à 22, 23 ans, avec un stade de 75-80 000 personnes. Et on avait fait des répétitions. Et Arthur Takache, qui était le conseiller du commissaire Rousseau à l'époque, qui était rattaché à l'athlétisme, m'avait entendu, puis il avait dit, j'étais gêné, mais aussi stressé. Il dit, pour le moment, il dit, ça va bien. Puis il dit, au stade, il dit, 70 000 personnes, il dit, c'est pas grave. Mais il dit, quand les Jeux vont commencer, il dit, il va y avoir plus qu'1 milliard de personnes qui vont t'entendre. Là, ça risque d'être plus intéressant. Il faut pas que je me trompe, là. T'étais stressé. Ben, tu sais, pas d'expérience ou peu d'expérience, puis finalement, bang, ça s'est bien passé. Et c'est là que Claude, qui était l'annonceur des Canadiens à l'époque, a dit, si t'es capable d'annoncer les Jeux olympiques, tu dois être capable d'annoncer une game de hockey. Mais là, lui était là encore pour longtemps. Claude était là. Mais Claude, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé avec les Canadiens. Mon premier match en 77, c'est Irving Grundman qui avait dit à Claude, tu vas t'occuper davantage maintenant de la galerie de la presse, des communications et des relations avec la communauté. Il avait demandé à Claude d'abandonner, entre guillemets, son poste d'annonceur. Et on était deux, Jean-Paul Chartrand senior et moi, en alternance. Puis Jean-Paul a dit à un moment donné, il a dit à Claude, laisse faire le kid, ça va bien aller. Et là, ben, de 77 jusqu'à 82, 83, j'ai remplacé Claude. Alors là, je faisais CKC, le forum à l'époque et d'autres compétitions. Oui. Tu le remplaçais à quelle fréquence, là? Je te dirais, presque tous les matchs de 78, 79, 80, probablement la plupart des matchs. Hein? Le fameux match de 79, évidemment, qui reste dans ma mémoire, le plus mémorable, quand j'avais annoncé le but d'Yvon Lambert, qui avait compté le but gagnant contre les Bruins de Boston, qui permettait à l'équipe éventuellement de se pointer en finale contre les Rangers et de gagner la Coupe Stanley. Ça, c'est un match sur lequel j'ai travaillé. Ça se demande-tu, ça? Peux-tu me le refaire? Non. Okay. Non, parce que, sais-tu quoi? Oui, pourquoi? Chaque but a un caractère unique. OK, je suis content de... Ouais. Chaque but a un caractère unique. Et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu plate quand... Je te donne un exemple. Oui. Quand un joueur inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey, c'est un moment magique pour lui. C'est un moment absolument inoubliable. Ce que je veux pas, ce que j'espère qu'il ne se produise pas, c'est dans une compétition perdante. L'équipe perd 5-1. Il reste quelques minutes à faire. Ouais. C'est 5-2. C'est son premier but en carrière. C'est un deuxième but dans une défaite. Ça a moins de punch. Puis le joueur a peut-être un petit peu est amer vis-à-vis ce premier but-là. Ouais. Mais un premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey, c'est magique. Ou un premier but avec les Canadiens. Ouais. Alors, il y a toujours... Tu fais quoi? Ben, c'est sûr que je regarde mes notes, je m'assure qu'effectivement, et pour donner un exemple, Owen Beck, pauvre lui, qui en a compté 2, qui n'ont jamais été officialisés, comptabilisés. Quand il a scoré son troisième, est-ce que j'étais content de dire j'ai pas dit enfin son premier but en carrière, mais tu sais, c'est un caractère unique, c'est ça. Un 500e, mais, tu sais, ou un but dans des circonstances absolument extraordinaires. Souviens-toi de Brian Poehling quand il est arrivé avec les Canadiens. Et puis, la soirée mémorable qu'il a eue, tu sais. Mais à chaque but, il y avait quelque chose de spécial. À chaque but, il y avait quelque chose de différent. La foule réagit différemment. Le joueur réagit différemment. On réagit en fonction du chrono, en fonction du résultat. Tu sais, c'est tout ça qui entre en ligne de compte. Alors, annoncer un but comme ça, le boum, ça prend des circonstances qui entourent. C'est un événement comme tel. Mais il n'y a pas d'école d'annonceurs comme tel, d'annonceurs du Canadien. Comment on apprend les... écoute, je ne sais pas. Je me suis installé là, puis j'annonçais au mieux de mes connaissances, ce que Claude avait quand même bien fait, là, Claude Mouton. Et Claude a eu, je te dirais, surtout du côté du baseball, un petit peu là, allégé ces présentations-là, qui étaient des présentations un peu protocolaires, tu sais, très, je ne veux pas dire moche, là, mais tu sais, uniforme, puis tout ça.
Et on se fait plaisir. On fait plaisir aux gens. C'est pour ça que, et on est chanceux à Montréal d'avoir des bons marqueurs officiels qui communiquent les résultats rapidement. Parce que je peux surfer sur la vague. La mise au jeu est faite après le but et tout de suite, on enchaîne pour permettre à la foule de continuer à réagir sur un but de notre équipe. Souvent, on entend dans les autres buildings les annonceurs y aller d'annonces 2 ou 3 minutes après le fait accompli. Oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tandis que là, bang, tu vois. Et ça, c'est comme ça. Ça fait partie du spectacle. T'es pas là, t'es pas le spectacle. Ça fait partie du spectacle. Mais t'es là. Et tu sais, dans un building où c'est le fun d'être spectateur, tu sais à quel point c'est important. Je sais à quel point c'est important. Les gens l'attendent. Oui. Et puis, une fois que c'est fait, bang. Faut pas tarder. Les buts de Caulfield, les buts de Hudson, Demidoff, là, quand tu as compté, quand tu as obtenu son premier point, quand tu as obtenu son premier but, on avait, les décibels c'était dans le plancher au Centre Bell. Mais c'est ça. Ça fait partie de la fête. Mais parlant de fête, là, elle doit être pas mal plus fun de ce temps-là. Oui, c'est évident. Et je regarde souvent, tu sais, on retourne dans le temps, il y a pas longtemps, 2019, 2020, tu te dis, bon, ben, oups, tu sais, on passait des moments difficiles, mais malgré tout, les spectateurs qui sont là avaient droit au spectacle aussi. Il faut, tu sais, qu'il y ait 15 000 personnes, qu'il y ait 20 000 personnes, qu'il y ait 400 personnes. C'est tout le temps la même, tu sais, l'intensité. Il faut que tu donnes l'intensité. Il n'y a rien de plus beau que ce que tu annonces. Tu te prépares en conséquence, tu agis en conséquence, tu invites les gens en conséquence, ben c'est la même chose. C'est jamais donner de demi-mesure, c'est inimaginable. Sûr. Et je pense que ce qui est surtout aussi très important, c'est de respecter les athlètes que l'on présente. Peu importe, d'abord, s'assurer de la prononciation de leur nom, que son père et sa mère reconnaissent le nom de l'athlète en question. C'est ça que je me demandais aussi, comment ça fonctionne pour la prononciation. On va les voir, tout simplement. On va les voir. Puis à quelle période? Ben là, tu as les joueurs adverses aussi. Oui, période d'échauffement. Quand tu n'es pas sûr, je vais voir les coachs ou les gars d'équipement ou le joueur directement avant, pendant une période d'échauffement. Comme qui, par exemple, là, qui peut avoir dernièrement, là, avec qui tu as pu faire ça? Ben, tu vois, je te donne un exemple. On a vérifié ça avec Zachary Bolduc. Zach Bolduc ou Zachary Bolduc. Lui avait dit d'abord, ben OK, Zach, j'aime ça. Puis après ça, on en a reparlé. Puis il a dit, sais-tu, à Montréal, c'est pas Chris Letang, c'est Christopher Letang. Ben, ça va être Zachary Bolduc. Okay. Et on a convenu ensemble que ça va être Zachary Bolduc. Et on fait la même chose avec les joueurs des équipes adverses. Est-ce que le nom est correct? Est-ce que la prononciation... Pendant l'échauffement. Pendant l'échauffement ou avant, tout simplement. Et ça peut donner lieu à des situations bien bizarres. Don Kowarski, un des arbitres, disait, Michel, Weber. Même façon d'écrire le nom, oui, mais il y en a un qui est de la Colombie-Britannique, puis l'autre qui vient de Suisse. Alors, Shea Weber, Yannick Weber. On respecte l'identité des joueurs. Tomáš Plekanec, parfait. Je donne l'exemple souvent, Kovalev. Kovalev, lui, est arrivé puis a dit « J'évolue maintenant dans la Ligue nationale de hockey. J'aimerais ça que tu m'annonces Alex Kovalev à l'américaine. » OK. Mais je dis, on va faire un deal. Quand je vais t'annoncer aux Jeux olympiques, on vient avec une formation internationale. T'es russe, ça va être Alexei Kovalyov. Ah, OK, oui, hein? Oui. Parfait. Même chose avec... Et on fait le même exercice maintenant pour la présentation des matchs juniors, pour la présentation des matchs de la Fédération internationale de hockey sur glace, hockey masculin, hockey féminin. On va voir les directeurs des communications des équipes et on s'assure que tout est effectivement conforme. Ça peut donner lieu à des drôles de situations. Avec Alan Roach, l'annonceur de l'Avalanche du Colorado, avec qui je travaillais au jeu de Salt Lake City. On était avec les Suédois, puis Roach dit « Peter Forsberg ». Et là, le gars de la Suède a dit « Non. Peter Forsberg ».
J'ai dit comme Stéphane Hedberg. Il dit, non, Stéphane Hedberg. OK, parfait. Et Roach a dit, it might be Hedberg now, but it will be Forsberg after. mais tu vois, mais le joueur a finalement. Reinbacher, même chose. On pourrait exagérer Reinbacher, mais on laisse, et souvent, je le fais avec mes collègues de la radio et de la télé, on ne va pas, là, tu sais, dans la prononciation vraiment pointue. Ouais. Reinbacher. Tu l'as validé avec lui. Là. Absolument. Et son père. Ah. Là, tu dis, OK, oui, c'est parfait comme ça, on aime bien ça, tu sais, on respecte les normes. OK, good. Jases-tu souvent avec Pierre Route? Parce que lui, c'est quelqu'un qui a le souci de la On prononciation. fait à tous les matchs. Ah oui? À tous les matchs, on traverse la liste de tous les Dans joueurs. la salle de presse? Ouais, ou... tout le temps. Ah oui? Tout le temps. Et quand on n'est pas sûr, on s'adresse à nos collègues de la télé ou de la radio qui vient de l'extérieur. Sinon, je communique directement avec... je descends en bas, puis on se recommunique, puis on dit, OK, lui s'appelle, c'est véritablement... Il peut arriver qu'il y ait des joueurs qui arrivent de la Ligue américaine ou de... Ouais. Boum. On confirme tout ça. Mais Pierre et moi, c'est systématique à tous les matchs. OK. Ça, oui, tu te souviens de lui? Oui, OK, parfait. Toc, 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 toc. OK, bye. Puis vous entendez tout le temps? Ou Tout des le fois, temps. c'est... Tout le temps. Non. On se trompe jamais. Bon. Écoute, à Mathias Brunet Rencontre, évidemment, je demande à chaque invité de nous fournir 5 photos marquantes. Oui. Et oui. tu m'en as fourni, puis on va regarder ça, absolument. puis on va jaser de ça ensemble. Et oui. Katmandou. Oui. C'était mon droit de passage pour être membre de l'expédition canadienne de l'Everest en 82, avec une photo avec des cheveux. Et oui, c'était probablement un moment, pas probablement, c'est un moment exceptionnel. Quiconque se rend du côté du mont Everest. Nous, on avait... l'expédition canadienne a été couronnée de succès, même si on a eu, malgré tout, 4 personnes qui sont décédées dans l'expédition. C'est un moment extraordinaire. Mais là, 4 personnes décédées, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une avalanche qui avait balayé la première portion, ce qu'on appelle le Khumbu Valley. Et c'est une espèce de fer à cheval. Hein. Lhotse, Everest et Nuptse. Puis, il y avait une avalanche qui avait véritablement... Parce que tu arrives dans des séracs et puis il y a une espèce le glacier que tu dois franchir, la première étape. Et il y avait une avalanche là. Et puis, il y avait 3 Sherpas et un caméraman, Blair Griffiths. Tu étais où, toi, par rapport à l'avalanche? On était au camp de base, nous. Tu n'étais pas là, là? Non. Ben, tu n'étais pas proche, je veux dire, évidemment, sinon tu ne serais pas là, là. Non, mais non. Et d'ailleurs, on ne restait pas, nous, sur la montagne. On a retraité sur Katmandou. On avait des communications radio parce que l'espace est limité et c'est pas nécessairement facile de vivre au camp de base de l'Everest. On est en altitude. On est à 18 000, 19 000 pieds. C'est à peu près le camp de base de l'Everest est à peu près à la même hauteur que le sommet du Mont Blanc. Alors, c'est pas facile de s'y rendre. Il faut s'adapter physiquement, etc. C'est exigeant, c'est demandant. Et puis, moi, j'avais été le reporter francophone de l'expédition canadienne de l'Everest. Un moment absolument magique. C'est vraiment spécial. As-tu voyagé beaucoup? Pas mal, je dois te dire. Avec les jeux et tout ça? Avec les jeux, j'ai pas mal fait le tour de la boule. Oui, hein? Oui, effectivement, ça a été... Puis, avec des moments comme ça nous a permis là, d'aller en Inde, d'aller notamment du côté d'Hong Kong, du côté de la Thaïlande, pour aller chercher des pièces d'équipement. Parce que c'était aussi l'opportunité, l'ouverture pour Air Canada sur le côté asiatique. Et puis, il y avait également des firmes de télécommunications qui permettaient enfin d'ouvrir les communications du côté de l'Asie et du côté du Népal. Je veux dire que les communications téléphoniques, là, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, ça a été, au niveau technologique, des développements importants pour ces gens-là également. OK. On va y aller avec la deuxième. Mm-hmm.
Ça, c'est 76. C'est... C'est quand tu as fondé ton band rock, là, c'est ça? Ouais, j'étais proche. Mais c'est 76 quand j'annonçais aux Jeux olympiques de Montréal. Ça, c'est Tu as dû briser des cœurs, toi, là. comme disait l'autre, Hein? ça, c'est le TQ. Beau bonhomme. C'est le TQ qui annonçait avec déjà des couettes blanches qui... Ah oui? Ah oui, les couettes blanches que tu vois derrière, là. OK. Ben, j'ai commencé à 18 ans à avoir des fils gris, alors je m'y suis habitué rapidement. Mais ça, c'est ça. 76, quand j'ai annoncé les compétitions olympiques à Montréal. OK. Ça nous donne une bonne idée de qui était ce jeune homme. Le gars qui a un petit peu le nez en l'air. Oui? T'avais-tu le nez en l'air un peu? Ben, tu sais, 22 annonceurs au stade olympique. Tu te trouvais bon? Je me trouvais pas pire. Bon? Je me pensais pas pire, mais je me disais, et bien humblement, je regardais autour, puis je réalisais la qualité des gens qui m'entouraient à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'administration du sport, au niveau des ces Jeux olympiques. Là. Puis là, je me disais, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et j'étais bien entouré du côté de CKC avec des vétérans, Yves Létourneau, par exemple, Jacques Proulx, Jacques Morancy, des gens qui avaient un talent extraordinaire. Est-ce que l'athlétisme, le décathlon, c'est dans l'athlétisme? Oui, absolument. Fait que tu as annoncé un grand champion qui est devenu Oui, Bruce Jenner. Une femme? Oui, Bruce Jenner. Ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire des Jeux olympiques? Je t'avoue que non. Mais j'ai aussi eu le bonheur d'annoncer Greg Joy. Oui. Et puis... la médaille, la seule médaille. Oui, c'est ça. Et puis, de suivre le parcours de Marcel Jobin, de Claude Ferragne, de Robert Forgette, qui étaient des Québécois impliqués dans le domaine de l'athlétisme. Et puis, écoute, il y avait Valérie Bazoff qui était là aussi et qui avait attiré l'attention parce qu'il avait été suivi très attentivement. On avait l'impression qu'il était peut-être tourné à gauche au lieu de tourner à droite pour demander l'asile politique. Mais bref, il y a eu beaucoup de travail fait en coulisses à ce niveau-là. Mais non, écoute, c'était... je me souviens d'Alberto Juan-Torena, qui était une espèce de colosse cubain qui avait démoli le 800 mètres. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est des beaux moments. Puis Dwight Stones, qui avait fait les délices des compétitions d'athlétisme au Forum à l'époque, là, le début véritablement des compétitions intérieures avec Jean-Paul Baer, qui était celui qui avait initié tout ça. Ça, c'était des beaux moments, ça. Okay. Troisième? Ah, ça, c'est... j'ai bien aimé cette photo-là parce qu'on a l'impression qu'on a à peu près la même mimique, McEnroe et moi. Ouais. J'ai annoncé pendant 20 ans des compétitions de tennis à Montréal de 79-80 jusqu'à l'an 2000. J'ai arrêté parce que c'était difficile d'allier le travail à RDS le en golf, tant que... entre autres. C'est ça, pour le golf. Bref, j'avais un choix à faire. Mais pendant 20 ans, j'ai eu énormément de plaisir à côtoyer... écoute, c'était une époque magique, tant du côté masculin que féminin. McEnroe, j'ai joué avec les enfants de McEnroe. Ah oui? Parce que les installations n'étaient pas celles dont on dispose aujourd'hui. C'était les tentes, puis c'était fort bien aménagé, là, ceci dit. Mais Tatum O'Neill et McEnroe, les enfants, on jouait à l'entrée de la tente, assis par terre avec Yannick Noah puis Mario Brisebois dans le vieil édifice au Parc Jarry, Élie Anastasie, puis Stéphane Edberg. Mais vous jouiez à quoi? Parce que là, tu n'as pas de l'air... Alors, ça, c'était probablement... Ça, c'était sûrement la cérémonie de remise du trophée à McEnroe, qui a gagné à quelques occasions. Mais c'était, je dois dire... C'était magique, ces moments-là. Moi, j'ai vu grandir et bien vieillir cette compétition de tennis-là avec John Beddington, qui est décédé récemment d'ailleurs, suivi de Richard Legendre, puis de Eugène Lapierre. On a grandi et ça a été extraordinaire, les moments que l'on a vécus. Je me souviens, la première année, c'était les filles, la deuxième année aussi. Écoute, on avait 8000 spectateurs
pour la semaine, sur les 8000 spectateurs, je pense qu'il y avait 5000 billets donnés. Ouais. C'était... Et là, c'est plus de 8000 par séance quotidienne, ce qui était absolument extraordinaire. Et le public montréalais et québécois a fort bien réagi. C'est une belle histoire que c'est là, bien honnêtement. Là. Bravo à tout le monde parce que ça a été bien mené. Tu n'as pas mis de photos enfant, mais je suis juste curieux. La voix, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que papa ou maman ont une voix? Non. C'est toi qui s'est sorti un don du ciel. C'est comme ça, voilà. Oui. Puis c'est-tu toi qui annonçais les échanges de cadeaux à Noël? Tu mettais-tu ta voix à profit quand tu étais jeune? Ou... Non plus. Non, c'est arrivé comme ça, tout bonnement. Puis, tes parents étaient dans quel domaine, eux? Comment ils... Ma mère était ménagère, tout simplement, et mon père était pompier. Leur nom? Le Fernand, pas Fernand, Fernand et Jeanne. Fernand et Jeanne, oui. Fait que rien ne te prédestinait à... Non. Puis j'étais pas dans le milieu de la radio non plus. J'étais pas dans le milieu des communications non plus. Le cheminement s'est fait. Tu as grandi dans quel coin? Laval. À Laval? Oui. Pas tellement loin du Split de Golf Laval-sur-le-Lac, d'ailleurs, où j'ai été cadet à l'époque. OK. Oui. Mais non, pas... Je veux dire que ça, c'est on dit toujours être au bon endroit au bon moment. Je pense que j'ai été bien servi de ce côté-là. Mais mes parents, eux m'ont surtout donné comme cadeau, c'est une éducation absolument extraordinaire. Ils m'ont bien enveloppé. On m'a suivi à l'école, puis même si j'étais pas nécessairement l'étudiant le plus vaillant. Okay. Mais progressivement, ça s'est amélioré, ça s'est changé. Puis ils ont pu te suivre loin dans ton parcours? Écoute, je pense que le plus beau cadeau que j'ai pu leur faire, c'est de les avoir au Stade olympique quand j'ai annoncé la première compétition des Jeux olympiques de Montréal en 1976 en athlétisme. Je savais que mes parents étaient en quelque part dans ce stade-là. C'était magique pour moi, ça. Ah oui, hein? Ah oui, tout à fait. Écoute, là, je te dis, c'est grâce à vous que je suis ici, là. Merci. Puis le hockey, est-ce qu'ils ont... Je dois dire qu'ils ont... Ma mère, non. Mon père est venu à quelques occasions. J'aurais bien aimé qu'il soit avec moi pour le temps de... Mais ils m'ont suivi au golf, ils m'ont suivi à gauche et à droite. Mais au hockey, pas beaucoup. Non? Non, pas beaucoup. C'est pas des... Puis ton rapport au hockey, toi, ça a été quoi? Tu regardais pas ça chaque samedi avec ton père? Oui, tout à fait. Mais il aimait le hockey, là? Oui, tout à fait. Mon père est un maniaque de baseball. Okay. Puis, mais comme tel, de venir à un match des Canadiens? Non. OK. Oui, mon père était très fier, il disait, oui, mon fils annonce pour les Canadiens, ça, évidemment. Même si lui prenait pour les Blackhawks de Chicago, mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, OK. On va y aller avec la suivante. Ouais. Mais ça, c'est ma conjointe qui est avec moi depuis 40 ans maintenant. Ah oui, hein? Francine. Et ça, c'est probablement la même journée que la photo de McEnroe. Et je me souviens, cette photo-là, si ma mémoire est bonne, là, j'étais avec... Il y avait Stéphane Edberg, je ne sais pas si tu te souviens, Stéphane Edberg, Suédois, qui était... facile à conclure, mais quand même. Qui était assis à notre table. C'était un des beaux moments du côté de Tennis Canada et de Imperial Tobacco à l'époque, de réunir les gens avec les athlètes, les entraîneurs. Ouais. Et puis, c'était vraiment... Et j'animais, évidemment, la présentation, puis Bennington et Richard Legendre étaient particulièrement impliqués dans le déroulement de... Je devine que tu es un homme quand même drôle dans la vie de tous les jours, à voir cette photo. Ça, c'est une très bonne... c'est pas la seule fois que Laurie, dans sa vie, avait en 40 ans. Là, hein? J'espère que non. Mais non, on aime s'amuser, ça c'est sûr et certain, parce que même sous le caractère, tu es un peu, je ne dirais pas, rigide là, et protocolaire, reste que je déteste pas et pas du tout avoir beaucoup de plaisir. Qui réserve au restaurant? C'est Francine ou toi? C'est elle qui va réserver. Ouais. Ça dépend. Toi, tu n'appelles pas pour réserver? Ça ne te tente pas d'appeler pour réserver? Oui. Oui, Michel Lacroix. Oui, c'est ça, effectivement. Ah, OK. Bon, puis, mais ça, j'ai arrêté. Ah oui? Non, pourquoi? Tu n'aimes pas les belles tables? Non, mais tu sais, je pense pas que c'est pas nécessaire que
je m'affiche en disant « Oui, c'est Michel Lacroix des Canadiens, est-ce que je peux avoir une table? » Non, mais tu n'as pas besoin de dire des Canadiens, là. Tu as juste à dire Michel Lacroix. Oui, tu as arrêté volontairement. Oui, ben, j'insiste pas. Si j'ai à le faire, je vais le faire. Comme tu vois, je te donne un exemple, on l'a fait récemment. Je peux le faire sur mon téléphone maintenant. Mais pourquoi t'as arrêté? Je suis peut-être j'essaie d'être discret. OK. De ce côté-là, puis je veux pas arriver dans un resto, là, puis dire... Comme un prince. C'est moi, là, me voici. Là, OK, mais c'est tout à ton honneur. Mais je vais d'abord saluer les gens qui vont nous accueillir. Oui. S'il y a des gens qui me saluent ou parce que je sais que les gens vont me reconnaître, je vais les saluer. Et c'est arrivé est-ce que je peux avoir une photo? Bien sûr. Ben oui, c'est évident. Avec plaisir. Est-ce que je peux t'enregistrer? Oui. Non. Ça c'est jamais arrivé. Oui, on me le demande souvent. Ah oui? Est-ce que tu peux faire mon message téléphonique? Non, quand même. Écoute, à l'occasion, je vais dire oui, là, mais c'est vraiment... C'est pas de pratique courante. Bon. La suivante? Ah, ça, je pense que c'est une photo magique avec... c'est pas une mauvaise brochette. Hein? C'est pas mal. C'était à l'occasion d'un événement... on avait réuni, je me souviens, parce qu'il y avait aussi Laurie Kane du golf qui était avec nous à cette occasion-là. Je pense que c'était Via Rail qui faisait, ou l'OCN qui faisait un événement spécial et qui avait demandé aux anciens d'être présents. Puis, quel bonheur que de voir Henri Richard, qui était une espèce de pince sans rire. Puis, je regarde les anciens qui sont là. Quelle gang de gars, le fun. Pour nos 40 et 30 ans et moins, on a Pierre Bouchard, Guy Lafleur, évidemment, Guy Lapointe. Mais Yvon. Michel Lacroix, que vous connaissez désormais, pour ceux qui l'auraient raté. Yvon Lambert, dont le but est le plus célèbre dans ta carrière. Tout à fait. Ben, un des bons. Le but le plus célèbre, je vais y revenir. Ouais. Après ça, Henri Richard, Yvon Cournoyer et Régent Hull. En 77, quand j'ai commencé, Yvan était sur le point de finir. Henri avait... c'était fin de carrière. Et les autres étaient là, au complet. Puis tu vois, Guy Lafleur avait compté le but égalisateur pour permettre éventuellement à Yvon Lambert d'inscrire le but vainqueur, 7e match contre les Bruins, 79, Coupe Stanley. Merci. Puis ton but? Oui, écoute, je suis revenu dans le temps. Et là encore, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé. Le dernier but en carrière de Gordie Howe dans la Ligue nationale de hockey. Ah oui, c'est celui-là le plus célèbre. Ben, c'est-à-dire que le plus célèbre, tu sais, c'est pas n'importe qui. Non. J'ai annoncé le dernier but en carrière d'un des joueurs les plus légendaires du monde du hockey. Gordie Howe, il jouait avec les Whalers de Hartford. C'était un but qu'il a inscrit en série éliminatoire, qui a dévié sur la jambière de Gilles Lupien. 81, si ma mémoire est bonne. Boum. Puis, il y a quelqu'un qui me l'a rappelé, alors je suis retourné dans le temps voir. Et c'est effectivement sur YouTube, et j'entends très bien l'annonce du but. Et je me souviens avoir gardé la rondelle que j'avais dans mes poches et que j'ai ensuite redonnée un des dirigeants du Temple de la renommée du hockey. C'est la rondelle légendaire. Parce que quand Guy Lafleur est revenu jouer à Montréal, dans l'uniforme des Rangers, c'est quand même spécial parce que là, il faut que tu sois pas trop content, mais content. Ben c'est ça. C'est exactement ce qui est arrivé. On a gagné, il l'a compté. Alors, tu sais, c'était le meilleur des deux mondes. C'est certain. Même chose pour Sakou. Quand Sakou est revenu, tu sais, c'est quand même tout à fait spécial. Il a passé sa vie ici. J'ai annoncé son premier but. Et puis, un paquet d'autres. Tu sais, c'est sûr que il se développe. Je suis pas un gars qui va être collé auprès des joueurs. Certains, oui. Les francophones davantage québécois, puisqu'on a l'opportunité de se croiser davantage dans d'autres situations que le hockey, notamment, tu sais, le tournoi de golf, puis des événements à gauche et à droite. Mais, tu sais, les croiser, aller les voir, non.
Mais toi, tes amis, là, par curiosité, c'est du monde du milieu ou Pas beaucoup. des vieux amis? Des vieux chums. Ouais. Ouais, pas de... J'ai pas de... C'est certain que... T'as des amis, là, rassure-moi. Oui, là. oui, inquiète pas. Mais j'ai des collègues, Ouais. beaucoup de collègues. Puis, on parlait de Pierre. Pierre Hood et moi, ça fait 50 ans. Ouais. 50 ans qu'on travaille ensemble. Tu sais, on a été assez cassés ensemble. On a eu un cheminement médias, radio, télé. On a fait les 400 coups ensemble. On a fait les Jeux olympiques ensemble. Tu sais, tout ça, au bout du compte, c'est sûr. Et inévitablement, on joue. Pierre et moi, on joue ensemble au golf l'été. J'ai des chums avec qui je joue régulièrement au golf. Il y a des collègues que je croise à l'occasion, que je vois radio, télé, même chose. Ouais. Je te donne un exemple. On parlait de Claude Mayotte. Ben, Claude, ça fait 50 quelques années aussi. On s'est revus. On a participé à un événement là, de panier de Noël récemment ensemble. Alors, tu sais, il y a des gars que tu revois et on se perd de vue, mais on se perd pas de vue. Ouais. Mais des grands chums, c'est surtout des partenaires, des partenaires de golf, des gens avec qui je m'entends très bien. Okay. Là, j'ai perdu le décompte. Je ne sais pas combien il en reste, mais on va voir s'il en reste. Oh! Ah ben ça, c'est magique pour moi. Ça, c'est le tertre de départ du tour numéro 12 au Augusta National. C'est le parcours de golf parmi les plus sélects au monde. C'est le site du tournoi des maîtres. Et j'ai eu le plaisir d'y jouer. C'est effectivement... En quel honneur? Invité. Invité par un membre? Un membre et quelqu'un qui connaît le membre. Ouais. Donc, on a eu accès. Et peut-être une semaine après le tournoi des maîtres. Alors, il y avait encore des infrastructures. Wow. Mais c'est vraiment extraordinaire. C'est un site. Et puis, le 12e, c'est tellement un trou. C'est classique. Le tournoi des maîtres s'est joué là à plusieurs occasions. Nombreuses balles dans l'obstacle d'eau. Tu perds tes moyens. Mais là, j'ai joué... Oui, comment ça a été, celle-là? Celui-là, bien. J'ai fait, je pense, j'ai fait un par, si ma mémoire est bonne, là-dessus, parce qu'on est accompagné, évidemment, de cadets. Et quand on traverse le pont qui est sur la gauche, et il commentait, j'avais une caméra où on parlait ensemble, ouais. et le cadet, dans la vidéo, dit... Well, now, Michel, I think you'll be putting for birdie on the Augusta 12th hole. Oui. Wow. Mais c'est vraiment, c'est une chance unique. Ouais. Puis, quel beau stade sportif. Ouais. Et puis, j'en ai vu quelques-uns à gauche et à droite. Il y a des endroits magiques comme Wimbledon, le Madison Square Garden à New York. Le Forum de Montréal, qu'on a ouvert, que j'ai fermé avant d'ouvrir le Centre Bell. C'est Roland Garros, par exemple, ou des stades olympiques. Tu te dis « wow ». J'aurais aimé, écoute, tu t'en as nommé une couple, là. J'ai pas Roland Garros et Wimbledon, mais j'ai les autres. J'ai couvert, celui-là une fois. Ah, oui. Mais écoute, c'est l'année de Mike Weir, il y avait plu toute 2003. la semaine. Puis j'étais parti pour Augusta le lendemain de l'élimination du Canadien. Écoute, j'étais un chien dans un jeu de quilles. Je ne suivais pas le golf. Je ne l'ai pas apprécié autant que j'aurais voulu. Mais c'est strict. C'est loin d'être facile aller couvrir cet événement-là. C'est sévère. Mais c'est l'endroit comme tel. Quand je couchais là, là, je suis couché et je dis, tu réalises-tu que... La végétation et tout. Non, mais tu es couché là, tu dis, je couche au Augusta National. Là, tu te dis, bon, OK. C'est en quelle année, ça? Oh boy, ça doit être... à peu près, là. Je te dis 2005, 2006. Okay. Une vingtaine d'années. Oui. OK. Là, tu as remarqué, on déborde, mais là, j'ai pas le choix. Là. C'est trop le fun. Là. Ben oui, on continue. Y a-t-il d'autres photos? Non. Bon. Hey. Écoute, moi, il y a juste un dernier petit point là, avant d'aller, parce qu'on a une petite portion Bonnie où je vais te poser des questions. Mais les ovations debout.
Oui. Tu sais, on aime ça quand ça dure, là. Puis t'es fait quand même durer pas pire, là. Oui, j'ai fait durer, mais ce que je déteste, c'est justement avoir une ovation pour avoir une ovation. Je vais interrompre une ovation quand je pense que on doit mettre un terme parce que c'est trop, parce que les applaudissements s'essoufflent et que on applaudit juste pour applaudir. Ben, tu veux pas que ça dépasse Maurice Richard, là, ou Guy Lafleur, là, à un moment donné, là. Ben, tu sais, c'était... Dans le cas de Maurice Richard, quand on a fermé le forum en 96, c'était spontané. Ça a été là, spontané. Il n'y a personne qui aurait pu orchestrer ce moment-là. Personne. C'était magique et les gens l'ont vécu comme ça. Il n'était pas question, et Richard et Dick Irvin étaient ceux qui aussi étaient là au niveau de l'animation, Richard Garneau, et personne, on s'est entendu, c'était clair qu'on ne pouvait pas interrompre cette ovation-là. C'était la même chose avec Sakou, quand Sakou est revenu au jeu, tu te souviens? Et je le vois encore, là, il me regarde et fait signe. OK. Oui, parce que ça doit être dur, là. Oui, parce que là... Ben, dur, c'est agréable, mais dur. Tu sais, tu enlèves tes émotions de là, tu dis, bon, ça devient technique. Et là, ça crie dans tes oreilles parce que, c'est oui, ah, OK, tu sais, la télé, il y a des impératifs aussi, là. Et c'est là où, puis je te donne un autre exemple. On parle d'interrompre une ovation, mais je me souviens de l'hommage rendu à Jean Béliveau. Quand on parle de moment de silence, de recueillement, généralement, là, on dit une minute de silence, mais ça dure 15 secondes, 20 secondes max. Dans le cas de M. Béliveau, ça a duré 58 secondes. Je l'ai étiré, et j'avais tellement peur que quelqu'un crie depuis les estrades, mais non. Mais tu sais, c'est ça. C'est jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu vas te permettre de vivre cette émotion-là sans la gâter parce que c'est trop long et sans la gâter parce que ça devient trop court. T'sais. Quand Piquet est revenu à Montréal, le moment, c'est comme les buts. Les situations sont uniques. Elles sont... Et c'est pour ça que là, je dois faire abstraction de mes émotions et dire, OK, on est là. Et c'est 22 000 contre 1. Alors, je sais que si je mets le pied dans la porte, il faut que ce soit là. Et généralement, je peux le faire à la blague. Mesdames, messieurs, là, je sais que les gens vont recommencer. Ben, OK. T'en mets une couple. C'est comme des rappels. C'est ça, exact. Mais quand ça fait, ça fait. Et tu vois, je te donne un autre exemple. Les 4 nations. Quand on était arrivé, il y a un moment où tu dis il faut que ça arrête ou ça continue. Et là, écoute, ça criait dans mes oreilles. On présentait les joueurs et tout ça. On avait Mario Lemieux, tu te souviens, là, Mario Lemieux et les grands joueurs. Et là, ça crie. L'ovation. Et là, dans mes écouteurs, c'est « OK, let's go, come on ». Et là, j'ai tout simplement répondu au producteur qui était de la Ligue nationale. Je dis « It's my building, it's my people, I'll tell you when ». Oh! Parce que je connais mes gens. Bravo. Je connais mon building. Et ils me sont venus en disant « Tu avais raison, parce que quand on a passé à l'hymne national, ça s'est fait dans les normes. » Et c'est ça, tu sais, je suis un peu... Je connais ça un peu, là. Tu fais bien. Et puis, ça, c'est... Tu sais, il y a des moments comme ça où tu dis, hey, c'est comme ça. Trop long, trop court. Mais je t'avoue que... il y a quelques fois où je me prends une chance, mais j'ai eu chaud. Pour? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est parce que, comme l'exemple de M. Béliveau, là... Je voulais tellement pas que personne gâte ce moment-là. Ou même chose pour... Tu étais rendu à 2 secondes de la minute en plus. C'est ça, là. Mais ou pour Guy Lafleur ou pour Michel Bossy. C'est ces moments-là où ça coule.
c'est extraordinaire. Tu sais, Mario qui revient avec les 4 nations, tu sais, ça, là, c'est impayable. Ouais. Hey, Michel, extraordinaire. Fascinant. Merci beaucoup. Plaisir. Puis pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, KOsport.tv. Alors, on évoque les 5 questions que je vais aller chercher. Oui.